Merci de cette invitation. Alors, d'abord, ce n'est pas très nouveau ce qui nous arrive, hein. Ça, c'est un point important. Ces formes de créationnisme existaient il y a déjà un siècle ou 2 siècles, et ce qui surprend, c'est leur retour. Et c'est là qu'il faut être extrêmement vigilant. En fait, dès que les sciences ont commencé à toucher aux conceptions du cosmos, parce qu'en fait, dans toutes les sociétés humaines, il y a un récit des origines qu'on appelle des cosmogonies. Bon, par la plupart des personnes de la culture occidentale, c'est les textes de la Genèse. Et tous ces récits, en fait, sont centrés sur l'homme. Évidemment, c'est l'homme qui raconte l'histoire. Donc, en termes d'espace et de temps, nous avons affaire à des récits qui sont anthropocentrés, en termes de temps et d'espace. Alors, rapidement, une des premières grandes ruptures, ça va être la révolution copernicienne et Galilée, qui montre que nous ne sommes plus au centre de l'univers. Alors, ça a été très mal pour Giordano Bruno, ça s'est pas trop mal passé quand même pour Galilée, mais avec le ciel, les choses vont vite s'arranger, entre les sciences et les religions. Et à partir de là, va émerger une autre conception du créateur. Auparavant, il y avait cette idée que le monde avait été créé par Dieu en quelques jours, et que Dieu était toujours présent avec sa création. Ce qu'on appelle le Dieu artisan, pour faire simple. Donc tout ce qui se passe autour de nous est plus ou moins lié à la volonté divine, à son absence ou sa présence, qu'importe. Mais à partir du moment où émerge la pensée scientifique avec Descartes et Newton, des modélisations mathématiques et autres, eh bien, il y a une véritable interrogation du côté des théologiens. Est-ce que nous ne sommes pas dans un monde matérialiste dans lequel il y ait des contraintes qui pourraient en effet limiter la liberté de l'homme et surtout son libre arbitre? Et c'est là que va émerger un mouvement qui s'appelle la théologie naturelle. La théologie naturelle, c'est John Ray en Angleterre. Donc vous voyez comme quoi c'est profondément ancré dans la culture réformée. Il y a John Ray, ensuite William Paley, que les créationnistes ont réédité récemment, et un livre d'ailleurs qui va beaucoup influencer le jeune Charles Darwin. Et l'idée est la suivante, qui a été un petit peu décrite. Voilà cette parabole. Vous arrivez sur une île et vous trouvez une montre. Cette montre, vous l'ouvrez, il y a des mécanismes absolument magnifiques. Et là, d'un seul coup, c'est une révélation. Devant cette complexité, vous ne pouvez que vous dire qu'il y a derrière quelqu'un qui a créé cet objet superbe avec sa mécanique subtile et précise. Donc, le nom de Dieu sera le grand horloger, ou le suprême géomètre, comme l'appellera Voltaire. Donc on voit émerger une autre idée de Dieu qui est le Dieu architecte, qui a créé l'univers et qui, en même temps, a inventé des lois, instauré des lois qui vont présider à l'évolution de l'univers. Je pèse mes mots. Le terme d'évolution vient de là. Evolvere, c'est-à-dire déployer un dessein. Et c'est bien pour ça que Charles Darwin ne voulait pas de ce terme au départ. Donc ces deux conceptions, c'est pas pour vous emmener dans l'histoire des sciences et des relations sciences et religion, mais c'est celles-ci qui ressortent. Les créationnistes, aujourd'hui, prétendent qu'en effet, les textes sacrés disent la vérité sur la création du monde et que Dieu est toujours présent avec sa création. Alors le créationnisme est très ciblé sur les monothéismes, mais surtout chez des mouvements protestants, dans cette nébuleuse très complexe qu'il y a aux États-Unis. Donc les évangélistes ou les pentecôtistes sont tous les évangélistes fondamentalistes. Alors, l'Amérique a été un pays qui a été conçu comme une terre promise par ces personnes d'ailleurs qui étaient persécutées en Europe, notamment en Angleterre, parce qu'ils étaient pas du tout dans les petits papiers de l'église anglicane. Donc ils sont partis en Amérique comme une terre promise et se sont dispersés. Et c'est ce qu'on voit dans les westerns, vous savez, ces prédicateurs avec la Bible qui sont dans les caravanes. Et c'est là que va émerger ce qu'on appelle le littéralisme, puisque ces groupes vont partir avec la Bible comme viatique, mais sans avoir la distance entre le texte et son interprétation. Et par conséquent,
comme il n'y a pas ce travail d'exégèse et de commentaire que nous connaissons fort bien dans la tradition catholique et musulmane, eh bien, ce texte va être pris comme une vérité. Et c'est de là qu'est né donc ce créationnisme évangéliste américain avec toutes ses chapelles. Alors, pour faire très vite, la première rencontre entre l'évolution et ce qu'on appellera le créationnisme se passe à Oxford en 1960. Là, Thomas Huxley, le plus grand, le grand-père de Julian Huxley et de Aldous, Thomas Huxley, l'ami de Charles Darwin, celui qui défend les thèses de Charles, est confronté à Lord Wilberforce. Je fais l'histoire très vite. Et en fait, le débat n'était pas prévu, mais Lord Wilberforce, qui est le doyen de Christ's College, évidemment, raille la théorie de l'évolution et il rappelle qu'effectivement, l'homme est à l'image de son créateur. Alors, hier, j'étais à l'Académie des sciences de Tunis et un ami tunisien rappelait Claudel qui disait Dieu a créé l'homme à son image et il le lui rend bien. Et donc, dans cette histoire, évidemment, Wilberforce rappelle le statut de l'homme face à son créateur qui est différent dans la culture occidentale, j'insiste, des autres animaux ou des autres entités créées par Dieu. Et il ne peut pas s'en empêcher, Wilberforce. Il se retourne vers Huxley et lui dit et vous, monsieur Huxley, de par qui descendez-vous du singe? Par votre père ou votre mère? Huxley se lève, explique la théorie de la sélection naturelle, qu'il n'avait pas tellement comprise d'ailleurs, et que la plupart des gens n'ont toujours pas comprise d'ailleurs, et malheureusement aussi les enseignants, donc il va falloir que je reprécise ce que c'est. Parce que lorsqu'on a peur de quelque chose, c'est souvent lié à l'ignorance. Et qu'on dit l'homme descend du singe, alors des fois j'arrive, je dis je vous rassure, l'homme ne descend pas du singe. Ah, on sent une respiration. Et je dis nous sommes des singes. Alors là au premier rang ils font oh oui, comme quoi. Et tout ça, ce sont des peurs qui sont liées à l'ignorance. Et de ce fait, Huxley répond à Wilberforce et lui dit si j'avais choisi pour ancêtre entre un magistrat, un prélat qui use de son statut pour railler une question qui n'est pas de son ressort et de sa compétence intellectuelle, non pas par une véritable démonstration, mais par des railleries et des présupposés, nul doute que j'opterais pour le singe pour ancêtre. Bien, ça c'est beau, c'est enjolivé. Mais on croyait que c'était fini, mesdames et messieurs. On croyait que c'était le dernier coup contre la science. En plus, on est dans les années 1860, le positivisme. Là, la science va devenir dogmatique aussi. Le positivisme et le scientisme vont faire très mal à la science. Donc nous sommes confrontés à cela. Et très vite arrive le XXe siècle, qui est quand même le grand siècle de la laïcité. La loi de 1905 chez nous. Et les horreurs de la Première Guerre mondiale amènent une réflexion. Moi, je ne connais aucune espèce qui était capable de sacrifier sa jeunesse pour préserver un statut d'une société complètement archaïque. C'est abominable ce qui s'est passé. Les hommes sont broyés par les machines. Et là, on commence à s'inquiéter de la science, en confondant toujours technologie et science. Aujourd'hui, il y a des peurs sur la science, mais ce n'est pas la science. Ce sont les applications technologiques. Confusion généralisée, qui est quand même très troublante. La chose importante, c'est qu'avant que l'Amérique ne s'engage du côté des Alliés, il y avait des missions qu'on dirait humanitaires aujourd'hui du côté des Alliés et du côté donc de l'Allemagne. Et là, un homme est parfaitement effaré parce qu'il est du côté prussien et il entend les officiers prussiens dire de toute façon, il est dans la logique de la vie et de l'histoire que la culture allemande aille dominer les autres peuples. D'ailleurs, c'est une loi naturelle qui vient de Charles Darwin. Je vous défie de trouver ça chez Darwin. Mais voilà ce qui est dit. Cet homme revient effrayé et écrit un livre qu'un autre monsieur qui s'appelle William Ryan va lire. William Ryan, ce n'est pas un imbécile. William Ryan, il a été 2 fois candidat malheureux à la présidence américaine et il est effrayé donc de l'émergence de la laïcité, de l'horreur de 14-18 avec donc ces technologies, ces armes qui broient les hommes. D'autre part, c'est la révolution bolchevique. Et tout ça fait un amalgame terrifiant qui fait que au centre des États-Unis, sous l'impulsion de William Ryan, il y a
de voter plusieurs lois dans différents États pour que ne soit pas enseignée donc la théorie de l'évolution qui dit que l'homme descend d'un animal inférieur, derrière signifiant que l'homme, évidemment, si on dit qu'il est un animal, eh bien rien ne pourra faire, on ne pourra rien faire pour limiter ses instincts destructeurs, sa sauvagerie. Parce que l'Occident, encore, maintient cette tradition mythique, stupide, de la peur de la faune sauvage. Vous savez, il y a un loup qui hurle dans le Mercantour, c'est la panique, 5000 morts sur les routes, mais c'est des voitures, on connaît. Tant qu'on ne sera pas capable de résoudre ce genre de contradiction, je vous assure qu'on n'est pas sorti. Nos peurs sont liées aux irrationalités. Et de ce fait, un jeune enseignant accepte d'enseigner que l'homme descend du singe, comme on le dit, c'est la plus grosse bêtise qu'on ait jamais dite sur l'évolution. Et en fait, il était soutenu par les ligues laïques, de telle façon qu'il enseigne que l'homme descend du singe, pour faire simple, qu'il y ait procès, parce qu'il va à l'encontre de la loi, et à partir de là, l'espoir est de monter à la Cour suprême, comme ça a été évoqué. Alors, je vous conseille de voir le film, il est en DVD, ça s'appelle Le procès du singe, avec Spencer Tracy, c'est magnifique. John Scott, cet enseignant, va perdre le procès parce que l'idée était qu'il perde. Alors quand la défense veut que vous perdiez, vous perdez. Mais justement pour se commettre en appel et aller devant la Cour suprême. Eh bien, pour un vice de procédure, ça ne va pas marcher. Donc, les créationnistes gagnent, mais c'est une victoire à la Pyrrhus parce qu'on raille le Sud complètement archaïque et après tout, on va passer à des choses plus sérieuses. On va quand même installer la modernité. Donc, on oublie. On oublie. Seconde Guerre mondiale, ça se termine. Et en 1956, les Américains entendent bip, 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 le Spoutnik. Et l'Amérique panique. Panique, mais réagit bien, comme toujours, dans ces cas-là en tout cas. Et ils vont développer un programme scientifique énorme avec la NSF, la NIH, etc., les grandes agences et fondations américaines pour la recherche scientifique. Et là, il est hors de question, c'est un enjeu national, de limiter l'enseignement des sciences. Et ça tombe bien, à ce moment-là, on a enfin compris ce qu'est la théorie de Darwin, qu'on appelle le néo-darwinisme ou la théorie synthétique de l'évolution. Donc, tout va bien dans le meilleur des mondes. Du côté des scientifiques, et la théorie de l'évolution progresse à toute vitesse. Arrive Ronald Reagan, et c'est lui qui, soutenu par ce mouvement fondamentaliste des États du Sud, la Bible Belt, donc va instaurer cette idée qui paraît apparemment tout à fait logique et acceptable pour les laïcs. Pour former des citoyens, il est tout à fait utile qu'ils soient confrontés aux différentes modes d'interrogation du monde et de l'état du monde. D'où l'idée d'imposer en classe de sciences la science créationniste, à temps égal. Nous sommes en 1982 dans l'Arkansas, à Little Rock, une enseignante porte plainte, on prend les mêmes, on recommence, les sociétés laïques américaines très puissantes qui soutiennent donc l'enseignante. Mais ce qui est important, là on retrouve Stephen Jay Gould, Michael Ruse et surtout des représentants à titre privé, mais on sait ce que ça veut dire, des grandes religions qui sont du côté des plaignants. De l'autre côté, les fondamentalismes religieux. Et eux, ils prétendent qu'effectivement, il faut enseigner donc la science créationniste. Et le débat est important. Et là, c'est une remarque sur l'enseignement des sciences en général qu'il va falloir retenir. Le juge Overton, demande qu'est-ce que la science ? La science, c'est une démarche scientifique qui consiste à proposer des modèles qu'on appelle des paradigmes qui rendent intelligible l'ensemble des connaissances disponibles. Et le travail des scientifiques, c'est de tester la validité et la solidité de ces modèles. Ce qui veut dire que chez nous, un modèle n'est pas vrai au sens d'une vérité métaphysique. Je dis ça parce que les créationnistes nous disent « mais vous, les scientifiques, vous changez tout le temps d'avis, vous ne dites pas la vérité ». Mais on ne cherche pas la vérité au sens métaphysique du terme. Je vais vous donner un exemple. Vous avez tous entendu parler de l'East Side Story d'Yves Coppens. Il y a 25 ans, les fossiles les plus anciens étaient à l'est de l'Afrique, notamment la célébrissime Lucie. Tous les grands singes connus étaient à l'ouest des vallées du Rift. La génétique nous dit, parce qu'elle émerge à cette époque-là, notamment dans nos disciplines, nous dit que l'homme et les chimpanzés se séparent vers 6 millions d'années. Quand j'y sépare, c'est que les chimpanzés ne sont pas restés en panne d'évolution, ils ont évolué eux aussi.
et qu'enfin les vallées du Rift, c'est les géologues qui nous le disent, se déforment vers 6-7 millions d'années. Donc vous imaginez la convergence de champs disciplinaires indépendants qui amène Yves Coppens à dire que chez notre dernier ancêtre commun, les populations se séparent vers 6-7 millions d'années. Celles qui sont à l'est et donneront les australopithèques et les hommes. Celles qui sont à l'ouest donneront les gorilles et les chimpanzés, mais plus tard. Ils ont évolué, eux aussi. Bien. 25 ans plus tard, Brigitte Senu, Martin Pickford trouvent Aurorine au Kenya, 6 millions d'années, qui confirme magnifiquement l'East Story. 2 ans plus tard, Michel Brunet, qui vient de succéder à Yves Coppens au Collège de France, trouve Toumaï, qui est à l'ouest, et qui invalide l'East Story. Alors des gens me disent, Yves Coppens s'est trompé. Mais ces gens-là n'ont rien compris à la science. L'East Story, ça nous permettait d'avoir un modèle heuristique sur l'état des connaissances qui nous ont amené à développer des recherches qui, les unes vont confirmer cette aurorine et les autres vont réfuter, c'est Toumaï. On a perdu un modèle, mais nous avons progressé dans les connaissances. C'est ça qui est fondamental. Nous, en science, nous avons une méthode qui questionne nos paradigmes pour progresser dans les connaissances. Et la science créationniste ne peut pas être une science puisque le texte dit tout. Et au contraire, les fossiles, la théorie de l'évolution, qui contestent cette conception du monde en 6 jours ou autre d'ailleurs, ne peut pas être une science parce que justement, nous en science, quand les données sont là, on change le modèle pour les intégrer. Eux, au contraire, leur vérité fait qu'ils évacuent les avancées des connaissances. Donc ce n'est pas une science. Donc ils sont déboutés sur l'épistémologie. Et c'est là que sur l'enseignement des sciences, et M. Quéré le sait fort bien, il faut réintroduire l'histoire des sciences et l'épistémologie. Car dans un procès, Lucie ne peut pas gagner contre Ève. C'est sur la formation des connaissances que l'on gagne ces procès. Et ce qu'a très bien compris ce juge Overton, c'est qu'effectivement, et ça c'est fondamental, c'est que ces tentatives d'imposer le créationnisme en classe de sciences, quand même, mesdames et messieurs, ce n'est pas dans l'enseignement, c'est en classe de sciences. Ça consiste à imposer une seule vision du monde qui va à l'encontre des sciences. Alors, comme les gens ne comprennent pas bien la théorie de l'évolution, qu'on n'a pas très bien enseignée, c'est très clair, c'est le défaut de la cuirasse, d'une certaine manière, qu'on n'avait pas vu. Mais très clairement, merci, c'est que derrière, c'est imposé simplement une théocratie fondamentaliste qui va aussi à l'encontre des autres religions. Donc ne trompons pas de débat. Ils tapent sur la théorie de l'évolution parce que vous dites l'homme descend du singe. Vous allez dans la rue, vous dites ah tiens t'es beau, j'ai entendu Pascal Pic, t'es beau comme un singe. Bon, vous n'allez pas passer la journée ensemble. Hein. Ben oui, parce qu'on a ces peurs irrationnelles. Et quand vous savez ce que sont les singes, je peux vous assurer qu'il n'y a aucune honte à partager un ancêtre commun avec eux. Voilà, une fois de plus, c'est fondamentalisme religieux. Alors, je dois conclure maintenant. Donc, ils se font débouter parce que ça va à l'encontre, effectivement, du premier amendement de la Constitution américaine. Donc, c'est une atteinte à la laïcité. Et il y aura le dessin intelligent. Le dessin intelligent, je n'y reviens pas, c'est l'histoire du Dieu architecte, donc qui est le fauné du créationnisme. Mais là où c'est plus pernicieux, c'est que tous les systèmes philosophiques, mythologiques ou religieux qui se défient des notions de contingence, de hasard, et de matérialisme, vont être sensibles à ce dessin intelligent sans comprendre que derrière, c'est une stratégie extrêmement subtile à avancer. Et c'est là qu'en France, le créationnisme biblique, on n'a pas de crainte là-dessus, mais le dessin intelligent, nous avons chez nous une culture qui ne comprend pas Charles Darwin, je suis désolé de vous le dire, et notre modernité est bloquée tant qu'on ne comprendra pas la théorie de Charles Darwin chez nous, en France, pour des raisons qui sont liées à des formes de fondamentalisme transcendantaux que nous avons dans notre culture. Ce n'est pas contre la transcendance, mais je parle de conception fondamentaliste autour de ça. Donc ne nous trompons pas de débat, la stratégie des créationnistes et du dessin intelligent, c'est la stratégie du coin, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est sur leur site. Le coin, c'est quoi? C'est la théorie de l'évolution, apparemment si fragile, qui ne l'est pas du tout, je peux vous assurer. Et cette stratégie du coin, c'est quoi? Vous mettez un coin entre 2 blocs de pierre, hein, vous savez comment ça se passe chez les carriers, et vous l'humidifiez et ça fait sauter les blocs. Eh bien, le coin, c'est la théorie de l'évolution, et c'est faire éclater, non pas les sciences, mais derrière, la laïcité. Alors, est-ce qu'on est à l'abri en France? Non. Alors, ce qui est dangereux, c'est qu'en effet, il y a pas de tradition créationniste dans l'islam, mais ce qui est dangereux, c'est qu'ils ont pris la stratégie des évangélistes américains avec ce livre, donc vous voyez, et qu'au Conseil de l'Europe, M. Guy Langagne, député français, avait proposé une résolution qui avait été bloquée. Parce que là, cette fois-ci, ce n'était pas les islamistes, c'était les orthodoxes et
certains partis réformés, en tout cas membres des églises protestantes fondamentalistes, une fois de plus, qui avaient bloqué ça. Cette résolution a fini par passer et adoptée à l'automne 2007. Donc c'est pour vous dire que nous ne sommes pas dans une citadelle assiégée, mais que nous avons réellement affaire à un problème de fond. Et de croire que nous, en France, nous sommes protégés dans le pays de Descartes. Je rappelle que Descartes, la méthode, c'est pas mal, mais quand il ne comprenait pas, il en appelait à Dieu. Eh oui, nous ne sommes pas à l'abri de cela. Hein. Donc, c'est là qu'il faut être vigilant et nous réagissons. Il y a eu mon livre, il y a eu mon ami Jacques Arnoux, théologien, qui tape sur les fondamentalistes. C'est quand même précieux. Et aujourd'hui, eh bien, il nous faut évidemment non pas repenser, mais réaffirmer l'enseignement à la fois des sciences, de la théorie de l'évolution, je ne pète pas pour ma chapelle, mais surtout de rappeler ce qu'est aussi le fait religieux, ce qu'est aussi la philosophie. Il va falloir qu'on installe, dans le cadre de notre enseignement, des lieux d'échange entre qu'est-ce qu'un monde d'interrogation scientifique, qu'est-ce qu'un type d'interrogation philosophique et religieux, parce qu'aujourd'hui, on n'a plus ces débats, et comme il n'y a plus ce recul, on a l'impression que quand on touche aux origines dans les théories de l'évolution, on attaque la religion, ce qui n'a jamais été le cas. Le programme scientifique de la théorie de l'évolution, ça n'a jamais été la vocation de valider ou d'invalider les textes sacrés. Ce n'est pas notre problème. Et donc, il faut bien rappeler cela, et dans notre domaine, il y a des croyants, il y a des non-croyants. Mais je ne veux pas non plus donner une vision trop dramatique des choses, et je conclue là, je vous le promets. Nous avons été naïfs, parce que toutes les personnes qui sont là, j'en doute pas un instant, acceptent la notion de droit de l'homme, de laïcité, de respect de l'autre. Et nous croyons ces valeurs universelles tellement évidentes pour nous, que nous croyons que c'est acquis au sens de Lamarck. Or, rien n'est jamais acquis. C'est ça la leçon de ce retour justement des fondamentalismes. Merci Monsieur Pic.